Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 1er juin 2026. Le 6e mois démarre et il démarre avec bonheur car nos bouchous prennent part à leur premier examen. Eh bien, c'est le CEP aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, le 6e mois démarre également avec votre émission Bonjour le Bénin qui s'installe. La première signature de cette émission, c'est celle de l'information. Mesdames, Messieurs, Victorine Bondé est déjà sur ce plateau pour nous présenter le premier bulletin de la journée. Merci pour votre attention. On l'installe. Premier bulletin d'information de cette semaine. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous. Ce lundi matin, les épreuves du certificat d'études primaires s'ouvrent sur l'ensemble du territoire national. Cette année, la mobilisation est remarquable et dans ce contexte, le ministre des Enseignements maternels et primaires a adressé un message de confiance et d'encouragement aux candidats, aux parents et à l'ensemble des acteurs mobilisés. Il est ici au micro de Hilaire Kodjo et Mathieu Soken. Pour assurer les chances de réussite des candidats, il a été décidé de l'ouverture des cantines scolaires autant que faire se peut dans les centres de composition. Je voudrais rassurer les parents que le gouvernement, sous l'autorité de son chef, le président Romuald Wadayi, a prévu un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans certains départements en vue de permettre à tous les candidats et candidates de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises. Soyez à l'heure dans vos centres de composition respectifs et n'oubliez aucun des outils nécessaires tout au long de cet examen. Bonne chance à toutes et à tous. Vive l'éducation au service du développement, vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Dans l'autre actualité, après la formation du premier gouvernement du président Romuald Wadayi, commentaires, interrogations et suppositions alimentent les débats au sein de l'opinion et des milieux politiques. Le parti Union progressiste Le Renouveau n'échappe pas à cette effervescence. Pour dissiper les malentendus et favoriser une meilleure compréhension des choix opérés, dans le strict respect de la trêve politique en vigueur, Joseph Djogbenou a réuni hier dimanche à Cotonou plusieurs responsables politiques de la formation. Les détails de cette rencontre avec nos reporters Renaud Akakbo et Élisée Degbayon. Face aux rumeurs et conjectures que soulève la formation du tout premier gouvernement du président Romuald Wadayi, la réaction de l'Union progressiste Le Renouveau n'a pas tardé. Ce gouvernement a été difficile à composer. Je sais que beaucoup parmi vous ont la légitimité, le mérite, la compétence d'y figurer. Romuald Wadayi n'a plus le temps de la connaissance de la maison, il n'a que le temps de l'action. Et c'est pour cela que les hommes et les femmes que vous avez notés, appelés autour de lui, sont celles et ceux qui comprennent qu'il ne s'agit maintenant que de l'action. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau appelle tous les militants à mettre l'intérêt général au-dessus des considérations personnelles. Je voudrais, en m'adressant à vous et aux responsables politiques de l'Union progressiste Le Renouveau, sur toute l'étendue du territoire, de ne ni se plaindre, ni se complaindre. Le gouvernement est constitué. Point. On ne va pas à la ligne. On soutient ce gouvernement pour que, très rapidement, encore une fois, les objectifs soient atteints. L'occasion a été aussi saisie pour évoquer les mutations qui s'annoncent au sein des sections du parti. L'appel lancé par le chef de file de l'Union progressiste Le Renouveau a reçu un écho favorable dans le rang des responsables politiques. Tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être ministre. Je trouve que c'est un message fort. Le rôle des politiques pour accompagner la nouvelle dynamique du chef de l'État. C'est cela ce que je retiens essentiellement de ce que le président est venu donner comme message. Le mécanisme de renforcement du parti et les éléments pour la formation
des militants. Je crois que principalement, c'est ce qu'il faut retenir pour que nous soyons disciplinés pour les victoires à venir. Cette rencontre s'est refermée sur les vœux de bonne fête en direction des mères, elles qui donnent la vie. Et oui, hier, le monde entier a célébré la fête des mères. Porter la vie et la donner est un acte d'amour et de sacrifice reconnu aux femmes. Elles sont des milliers chaque jour à donner naissance à la vie. À l'occasion de leur fête hier, des actions de solidarité ont été organisées au profit des femmes ayant accouché le 31 mai au centre hospitalier de zone d'Abomey-Calavi. Élisée Degbeyon et Karamat Agbataou pour le point. Dans de nombreux pays, le dernier dimanche du mois de mai est consacré à la célébration de la fête des mères. Une journée spéciale, dédiée à celles qui portent et donnent la vie. Cet enfant est assez spécial pour moi. Je suis contente de sa venue au monde. Dieu aidant, mon bébé est né sous de bons signes. Venue de Wedo à Djagbo, Dame Edith vit sa 4e expérience de maternité. Son bébé est le tout premier né accueilli dans ce centre hospitalier d'Abomey-Calavi. Comme elle, plusieurs autres femmes ont eu la joie de mettre au monde leur enfant en cette journée particulière. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes et à toutes les sages-femmes qui donnent la vie. Aujourd'hui, de 0h à l'heure là, nous avons déjà fait 14 accouchements. Et je remercie beaucoup l'association des femmes du ministère en charge des finances qui sont venues nous doter de beaucoup de choses. Table de consultation et d'accouchement, stéthoscope, pèse-bébé, gants médicaux, lampes d'examen et divers équipements viennent renforcer les capacités du service. Un geste de solidarité qui contribue à l'amélioration des conditions de prise en charge des femmes et des nouveau-nés. 5 femmes en situation de vulnérabilité ont également reçu des kits spéciaux à l'occasion de la fête des mères. Ça me fait beaucoup plaisir parce que je me dis, bon, c'est une chose d'avoir reçu mon premier cadeau. En ce jour qui leur est dédié, ces gestes viennent témoigner de la reconnaissance et de l'attention portée à celles qui donnent la vie et qui façonnent l'avenir. Et hier également, à l'occasion de cette fête dédiée aux mamans, l'esplanade de l'Amazone n'a pas désempli. Familles, enfants et visiteurs ont choisi ce lieu emblématique pour prolonger les célébrations de la fête des mères dans une ambiance conviviale. Nos reporters Saint-Tiche-Quincmont, Belvida Attalé y ont fait un tour pour prendre le pouls de cette fête. Pas comme les autres, suivez. Nous sommes sur l'esplanade de l'Amazone. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et comme à l'accoutumée, ici est bourré de monde. Nous allons à la rencontre de quelques mamans, voir comment elles ont passé la journée. Allons-y. La fête des mères se poursuit bien au-delà des salons et des repas de famille. Sous le regard imposant de l'Amazone, symbole de courage et de détermination, les mamans profitent de quelques heures de détente entourées de leurs enfants et de leurs proches. On est contente de célébrer parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être mère. Même ceux qui n'ont jamais connu la douleur de l'enfantement aussi sont des mères, puisque beaucoup s'occupent plus même des enfants que celles qui ont connu les douleurs de l'accouchement. Donc, on souhaite bonne fête des mères à toutes les mamans du Bénin et du monde entier. Ma maman ne vit plus. Bon, j'ai prié pour elle. Pour moi, mes enfants m'ont déjà souhaité la fête des mères aujourd'hui. Ici, les sourires se croisent, les appareils photos immortalisent les instants et les témoignages d'affection se multiplient. Comment passez-vous votre première fête des mères? Je le passe bien avec joie, je suis contente. Aujourd'hui, mon mari m'a dit bonne fête des mères et je suis très contente, je suis très fière. Et très bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Pour beaucoup, cette journée a été marquée par des gestes simples mais significatifs. Mon mari, lui, m'a déjà donné mes cadeaux aujourd'hui. Oui. J'ai reçu une paille hollandaise
Et vous êtes contente? Oui, je suis très contente. Et puis j'ai prié encore pour mon mari aussi. Tu as dit quoi à maman? J'ai dit maman, bonne fête. Et tu lui as fait quoi comme cadeau? J'ai cotisé mon argent et elle a donné. J'entends parler de l'Amazon, mais je ne suis jamais venue. Là, je suis très contente et impressionnée. Ce soir, après le repas, les enfants ont décidé de m'emmener voir cette brave femme. Ça fait plaisir. Au pied de l'Amazone, cette célébration touche à sa fin, mais les témoignages d'amour, de gratitude et de reconnaissance continueront, sans doute, de résonner bien après cette journée. Que des instants de bonheur vécus hier donc par les mamans. Faisons à présent un tour à l'Institut français de Cotonou. Là-bas, sur scène, des enfants ont déployé leur talent de danseurs en herbe à travers des chorégraphies captivantes. Devant un public conquis et en présence de l'ancien président Patrice Talon, ils ont offert une démonstration de passion, de discipline et d'excellence. Saint-Iche-Quincemont et Odette Dossou nous relatent ici ces instants. L'ambiance est déjà électrique sur cette scène de l'Institut français de Cotonou. Des jeunes âgés de 3 à 16 ans ont embarqué le public dans une énergie, dans une ambiance, à travers une danse, à travers une chorégraphie d'hip-hop et d'afro-danse. Les plus jeunes ouvrent le bal avec enthousiasme. Malgré leur âge, ils enchaînent les mouvements avec assurance sous les applaudissements nourris du public. Puis viennent les groupes intermédiaires et les adolescents. Hip-hop, afro-danse et chorégraphie contemporaine se succèdent dans une énergie débordante. Content que le spectacle soit passé, on s'est tous bien amusés, c'était vraiment bien. On est tous fiers de nous et c'était super, on a passé un bon moment. Au-delà de la performance artistique, cette représentation est l'aboutissement de plusieurs mois d'apprentissage, de répétition. Je crois qu'on a assisté ce soir à un très beau show. On ne peut pas faire mieux que ça. Vous êtes très beau, les enfants se sont très bien amusés. Et je crois que l'édition prochaine sera beaucoup plus beau que ça. Je tiens à féliciter les enfants ce soir pour ce beau spectacle. Franchement, je ne m'attendais pas à ce niveau de show. On leur souhaite une bonne continuation. Parmi les invités, la présence de l'ancien président Patrice Talon et de son épouse Claudine Talon, qui donne une résonance particulière à l'événement. Un signal fort en faveur de la promotion des arts, de la culture et de l'épanouissement de la jeunesse béninoise. À travers chaque pas, chaque mouvement et chaque sourire, ces jeunes danseurs rappellent que la culture est une école de discipline, de confiance et d'excellence. Sport à présent. Écho de la 3e journée des play-offs du championnat féminin de football. Au terme d'un match au scénario haletant et riche en rebondissements, Dynamique FC d'Abomey-Calavi a décroché le tout premier titre de champion du Bénin de son histoire. Opposé à Elite AC au stade Omnisport de Savalou, les joueuses de Dynamique FC vêtues de bleu se sont imposées dans les ultimes instants de la rencontre. Le but de la délivrance a été inscrit dans le temps additionnel par Edwige Kedokpo. Et plus tôt dans la partie, Bernice Tété avait ouvert le score de la tête pour Dynamique FC. Elite AC est ensuite revenu à hauteur grâce à Dové Atiogbe, auteur de l'égalisation à la 33e minute d'une frappe limpide. Plus de détails à venir dans nos prochaines éditions. Et c'est sur ces images que se referme ici donc le bulletin d'information. Je vous invite à ne pas décrocher. La semaine commence et Bonjour le Bénin, lui, se poursuit. Et bien sur Bénin TV, merci de votre fidélité. Merci de nous rester toujours fidèles. Je vais laisser place d'ici là à Alain Sotoumé.
Mesdames, Messieurs, après cette pause, nous embranchons sur la première rubrique de cette émission. Allez, événement à la une, ça va être avec Patrick Diossou que nous accueillons avec cette virgule. Événement à la une, Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous avez passé un week-end un peu reposant? Oui, ça va. Reposant, par la grâce de Dieu. Ce matin, on parle de même quelle si on est venu ici tout le week-end. Ce matin, on va parler de quelque chose, d'un événement. Un événement à la une de ces jours J-10. Le 11 juin prochain, il y aura la Nuit internationale de la presse. Aujourd'hui, on est 1er juin, ça fait dans 10 jours. Pour en parler, nous sommes avec quelqu'un qui est de la presse, c'est un journaliste émérite qui vient de la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien, mais il est béninois de corps et d'âme aussi, parce qu'il est très fréquent au Bénin. Il est un correspondant de plusieurs chaînes béninoises. Corneille Kwasi, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Alain. Bonjour, M. Kwasi, et bienvenue à la maison. Merci. Oui, vous connaissez Sika TV, vous connaissez Eden TV, vous connaissez quelle autre chaîne au Bénin? Le Perroquet? Bon, Canal 3. Canal 3. Et les télévisions, les radios, il y a tout pas que le grand frère m'a reçu déjà pour expliquer la Nuit internationale de la presse. Ça veut dire que la presse béninoise n'est pas étrangère à ma personne. Justement. Alors, parlant de la Nuit internationale de la presse, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concept? Non, le concept, il est simple. Oui. Nous avons constaté beaucoup de dérives au niveau de la presse africaine, pas seulement la presse béninoise, mais je suis beaucoup au Bénin. Et la rédaction dans laquelle je travaille, qui est le Perroquet, et nous avons décidé d'unir les journalistes africains. Je dis bien les journalistes africains, parce que nous connaissons tous le même problème. Oui. Il y a des journalistes qui sont convalescents et ne savent pas où se soigner. Il y a des journalistes qui travaillent dans les maisons de presse. Leurs salaires sont impayés pendant des mois. Vous comprenez que le verre est dans le fruit. Donc, il faut enlever ce verre. Et c'est pourquoi, pour nous unir, il va falloir créer un concept dans lequel nous allons nous retrouver et discuter de nos problèmes. Je dis bien de nos problèmes parce que nous avons tant de problèmes qu'il faut régler. Oui. Vous avez vu, même chez vous ici, il y a d'autres qui sont partis. Ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si nous avons une union, on sait comment les défendre. D'accord. Voilà, donc voilà le concept. C'est le concept qui est là. À partir de ce concept, il y a eu beaucoup de stratification. Vous avez décidé d'avoir la Nuit internationale de la presse, mais d'avoir encore beaucoup d'autres activités qui sont activités connaissent. Oui, tout à fait. La Nuit internationale de la presse, nous ne pouvons pas nous croiser sans discuter de ce qui est les enjeux, les défis actuels de la presse. Oui. C'est pourquoi le 11, à la cérémonie d'ouverture, nous aurons 7 panels. D'accord. On parle du 11 juin. Le 11 juin 2026, il y aura 7 panels. Et à partir de 9h, nous aurons les panels dans un hôtel de la place que je ne citerai pas le nom parce que nous sommes à la télévision. Surtout que l'ORTB est devenu SRTB. Ce n'est plus comme avant où on peut citer les noms. On aura les 7 panels. Sur les 7 panels, je peux vous citer déjà deux panels où les conférenciers vont prendre part. Il y a la déontologie journalistique. Une utopie en Afrique. Ça sera, la conférencière, c'est Marianne Moujing. Elle vient de la RDC. Nous avons le deuxième panel, le journaliste à l'heure de la désinformation et de l'IA, enjeux et responsabilités. La conférencière, c'est Oussena, votre compatriote qui est au Bénin ici. Nous avons 7 panneaux, on ne pourra pas citer les 7 panneaux parce que nous sommes sur le plateau de télévision, on est pris par le temps. Donc, après ça, nous serons à Ouida, le 12. D'accord. Mais bon, on saute d'abord la soirée, la nuit, on atterrit sur le 12. On va parler de la nuit. La nuit, oui, tout à fait. Donc, on va le 12 à Ouida pour discuter de nos problèmes et débattre du thème de la Nuit internationale de la presse, qui sont les enjeux de la presse aujourd'hui. Et cela va se passer à Ouida, de 9h jusqu'à 13h, jusqu'à ce qu'on parte au déjeuner. D'accord. Oui. Alors, on parle de la Nuit internationale de la presse, certes, mais quelle est
la collaboration, quel est le lien avec les fêtiers dans les différents pays africains pour ensemble trouver les solutions aux problèmes des journalistes que nous sommes? Vous savez que quand un bébé naît, c'est difficile de marcher en même temps. C'est de manière crescendo que nous allons. Nous allons commencer d'abord au Bénin et à la suite de ça, informer. Ça dépendra de comment nous allons prendre la chose. Comment ça va se passer la première édition. Si la première édition n'est pas bien passée, vous comprenez qu'on ne pourra pas atteindre ces fêtières-là. Mais si la première édition est bien passée, c'est bien passé, vous comprenez que ceux qui sont là, c'est eux qui seront quand même les commerciaux auprès de la Nuit internationale de la presse dans leur pays. Donc c'est comme ça que nous allons fonctionner pas à pas. Nous n'allons pas brusquer les choses, mais nous allons à pas de caméléon, mais nous sommes sûrs et certains que nous allons arriver à bon port. Oui. Et arriver à bon port, vous avez parlé de ceux qui vont venir de l'extérieur. Déjà, des personnes des pays qui se sont signalés pour venir. Oui, nous disons merci à la RDC qui a une très très forte délégation. En plus des nominés, il y a des confrères journalistes qui ont dit non, je ne pourrais pas me faire compter cette histoire de la nuit de la presse. Nous y serons. Et il y a au moins une vingtaine comme ça qui ont accepté de venir. Il y a le Cameroun. Il y a des journalistes ivoiriens aussi qui seront là. On ne peut pas tout citer, mais presque toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sera représentée. Et les premiers seront là. Ils vont atterrir à l'aéroport Cardinal Gatin de Cotonou à partir du 7 juin 2026. À partir du 7 juin 2026. Oui. Donc à partir du 7 jusqu'au 12. Jusqu'au 10. Jusqu'au 10. Parce que la cérémonie commence le 11. Donc les dernières vagues seront là le 10, soit à 22h, soit à 23h, selon leur plan de vol. D'accord. Alors, venons à la nuit, à cette nuit-là. Vous avez prévu nominer ou nommer des personnes. Dans combien de catégories? Quelles sont les catégories qui sont... On peut en parler? On va citer la catégorie presse, par exemple, presse écrite. Le meilleur journaliste de la presse écrite. Nous aurons le meilleur rédacteur en chef de la télé, de présentation du journal télévisé. Bon, il y a plusieurs qu'on ne peut pas citer ici. Oui, il y a plusieurs catégories. De toutes les façons, vous serez invités, toute la direction serait invitée. Vous êtes nos invités, donc vous aurez le temps de constater tout cela. Oui, quand vous parlez de meilleur, est-ce qu'il y a une équipe qui a travaillé en amont pour pouvoir choisir? La sélection, pour les nominations, quels sont les critères qui président aux nominations? Très bonne question. Vous savez que quand on commence quelque chose pour la première fois, c'est un peu difficile. Mais j'ai parcouru presque toute l'Afrique à mes propres frais. Ce qui fait que je connais beaucoup de journalistes émérites à travers les pays. Donc, dans un premier temps, nous nous sommes endossés sur ces journalistes émérites-là pour qu'ils puissent nous donner des noms. C'est en fonction de ça que nous avons nominé nos confrères. Mais nous croyons que la deuxième cérémonie qui va se passer l'année prochaine, ça sera encore plus corsé. Il aura une équipe scientifique. Parce qu'à partir de là, nous nous connaissions tous, on sait qui est qui, et on va prendre, il aura des présidents zones, des présidents pays, sur qui on va s'adosser pour pouvoir nominer nos confrères. D'accord. Oui. Donc pour le moment, on garde secret les nominés ou bien ils sont déjà connus, ils se connaissent déjà? Oui, les nominés se connaissent. Les nominés se connaissent, surtout qu'il faut se déplacer d'un pays à un autre et que c'est dans le mois de juin et les billets d'avion ont flambé. Donc si quelqu'un ne sait pas qu'il est nominé, qu'au dernier moment vous lui dites qu'il est nominé, vous comprenez que la personne... Bien sûr, on peut apercevoir un certain nombre de nominés sur les affiches déjà qui circulent. Vous voyez, Maria Mougé, elle est de la RDC. Voilà. Oui. Et donc, c'est la première édition. Pourquoi vous avez choisi de faire cette manifestation, cette soirée internationale, la nuit internationale de la presse au Bénin et non pas ailleurs? Bon, j'ai décidé comme ça. Quand je dis j'ai, nous avons décidé ensemble, mais ma voix a porté parce que pour moi, le Bénin est métamorphosé totalement sous le contrôle du président Talon et de son ancien ministre de l'économie qui est Romuald Wadaï, qui est devenu maintenant président. Vous savez qu'en Afrique, les gens ont peint toute l'Afrique en noir. Mais il y a certaines personnes quand même qui font tout pour que cette Afrique-là soit peinte en blanc. Et donc pour moi et pour l'équipe,
nous pensons que le président Talon a peint cette Afrique-là en blanc. Oui. Et il va falloir qu'on fasse des événements ici pour que nos collègues, qu'ils écrivent, parce que leur voix porte, puissent venir voir la réalité. Qu'ils puissent constater d'eux-mêmes. Constater d'eux-mêmes que le Bénin, ce n'est pas le Bénin de 1960, ni le Bénin de 90, mais nous avons un Bénin nouveau sur tous les plans. C'est pourquoi nous avons choisi la première édition, le Bénin. D'accord. Oui. Est-ce à dire qu'après cette première édition, l'organisation pourrait connaître un autre pays comme pays hôte? Oui. Nous n'avons même pas commencé la première édition que certains pays se signalent déjà pour pouvoir organiser la deuxième et la troisième édition. D'accord. D'accord. De toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Et certainement, on ira en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. D'accord. Côte d'Ivoire, RDC et puis Cameroun. Certainement, oui. Alors, bon, ce n'est pas la dernière question, mais il y a une autre inquiétude qui m'étreint. Il y a beaucoup de nominés pour cette nuit. Est-ce que c'est le temps, vous avez pu déjà chronométrer, quadriller pour savoir à peu près ce que ça va durer? Est-ce que c'est toute une nuit, à nuit de 19h à 6h du matin, ou bien comment ça va se passer cette nuit? Vous savez que quand les gens sont nominés, le problème du transport nous cause beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas de sponsor en tant que tel pour payer les billets d'avion de nos confrères. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pensions qu'il y a 30 nominés. Okay. 30 nominés qui nous ont fait la part belle de nous envoyer leur plan de vol. Ça veut dire que les gens seront effectivement à Cotonou. Oui. Mais les dernières heures peuvent apparaître d'autres lumières. Oui. Ça veut dire que d'autres peuvent venir. Mais nous avons au jour d'aujourd'hui 30 nominés et ceux qui ne sont pas nominés qui se trouvent quand même dans l'obligation de venir parce qu'ils aiment voir la presse rayonner. Oui. Il y a 20 personnes qui seront là. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que cette nuit-là soit une cérémonie inoubliable dans les annales de la presse africaine. D'accord. Eh bien, je crois que l'information est passée à partir donc du 7 jusqu'au 12. Le Bénin... Jusqu'au 13. Jusqu'au 13, voilà. Le Bénin accueille les journalistes africains pour la Nuit internationale de la presse, la première édition qui se passe dans notre pays. Patrick Diossou, je crois qu'on va donc mettre dans nos agendas cette nuit-là, J-10. Oui. On est déjà des invités d'office en attendant que nos cartons d'invitation officiels nous parviennent. On va à présent, Patrick, on parlait de nuit internationale, on va parler de journée, mais pas internationale, de journée nationale. La journée nationale, aujourd'hui on est le 1er juin, le 1er juin 2026. Le 1er juin 2026, ça fait quelques années, c'est depuis les années 80 au Bénin que la journée du 1er juin est désignée journée nationale de l'arbre. L'arbre, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence qu'on peut faire entre arbre, arbuste et arbrisseau? On suit cet élément qui nous fait cette différenciation. OK. La différence entre un arbre, un arbuste et un arbrisseau. Primo, l'arbre. Il a une tige principale qui est son tronc unique du bas vers le haut. Ce tronc s'élève vers la cime et se ramifie en branches. L'arbre mesure entre 1,50 m et 7 m de hauteur. En Afrique, citons 3 arbres. 1. Le baobab. Avec son tronc en forme de bouteille, il s'impose par sa taille et son âge. Le baobab peut vivre 1000 à 2000 ans. 2. L'iroko. Avec son tronc droit et son bois très dur, appelé aussi teck d'Afrique, il est surnommé arbre fétiche en Afrique occidentale. L'iroko peut vivre 500 à 600 ans. 3. Le karité, ou l'arbre à beurre. Il a une écorce épaisse. C'est un arbre qui pousse très lentement. Il lui faut 15 à 20 ans avant sa première floraison, ses premières noix. Et il peut donner des fruits durant 50 à 200 ans. Le karité peut vivre 200 à 300 ans. Secondo, l'arbuste. Il a plusieurs tiges dès la base. Il mesure de 1 m à 7 m de hauteur. En Afrique, citons 3 arbustes. 1.
Le bissap, avec ses tiges rouges et ses calices pour le jus. 2. Le caféier, avec ses feuilles brillantes et ses cerises rouges. C'est l'arbuste qui donne les grains de café. 3. Le moringa, dit arbre de vie, avec ses feuilles nutritives. Tertio, l'arbrisseau. Il a plusieurs tiges ligneuses. Il mesure moins d'1 mètre de hauteur. En Afrique, citons 3 arbrisseaux. 1. La lavande d'Afrique, avec ses feuilles parfumées et qui repousse les moustiques. 2. Le thym d'Afrique, thym THYM, avec sa petite taille. Il est très aromatique. 3. L'aloe ney, qui a une rosette charnue et qui mesure 30 cm au maximum. En conclusion, l'arbre a et a un tronc. L'arbuste a et est un buisson. L'arbrisseau a et a un coussin. Voilà la différence entre ces 3 cousins de végétaux. Journée nationale de l'arbre, on en a profité pour avoir revoir quelques notions entre arbre, arbuste et arbrisseau avec Patrick Diossou. Alors Patrick, on laisse les arbres de côté et on va parler numérique. On va parler numérique. Il y a un forum qui va permettre de connecter ou de reconnecter 10 000 codeurs. Qu'est-ce que c'est que ce forum? Ce forum qui va permettre d'être pour le Bénin dans 26 communes. Comment cela va se dérouler? Nous sommes avec l'un des responsables, je dirais responsable pays, responsable Bénin de ce forum. Aubin Charles, bienvenue à la maison. Merci. Alors, quand on parle de codeur, qu'est-ce que c'est? Codeur, l'idée vient d'une initiative de former de 2015 à 2025 10 000 développeurs. Le président, c'est une association à but non lucratif basée en France, où dans une vision de former les jeunes à travers les métiers du numérique, décide de former d'ici de 2015 à 2025 10 000 jeunes à la technologie numérique. D'accord. 10 000 jeunes. À travers le monde. Oui. À travers le monde, à travers l'Afrique du numérique. Oui. Alors, mais quand on parle des métiers du numérique, quels sont ces métiers-là qui sont en vue? De quoi on parle réellement? OK. Je vais parler dans notre cadre. Au sein de 10 000 codeurs, nous avons plus de 65 métiers. Parce que quand on parle des métiers du numérique aujourd'hui, les gens pensent plus à l'intelligence artificielle, au développement web et tout ce qui va avec. Mais chez nous, au sein de 10 000 codeurs, nous avons plus de 65 métiers où nous accompagnons la jeunesse africaine à travers ces métiers. Parlez-nous justement de ces métiers. Donnez-nous des exemples concrets de ces métiers du numérique pour lesquels vous formez les jeunes, justement. OK. Pour donner quelques exemples, il y a par exemple la cybersécurité, il y a le marketing digital, il y a l'intelligence artificielle, il y a le développement web, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs métiers. Oui. Et avec ces métiers-là, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont en train de participer ceux qui font partie de votre cohorte, ils vont pouvoir être comptés parmi ceux qui sont les alphabétisés du numérique ou bien ils sont juste à côté? Non, vous savez, au sein de 10 000 codeurs, nous accompagnons, que ce soit le jeune, soit non éduqué, si je peux le dire ainsi, qu'il soit non éduqué. Pas non éduqué, disons non scolarisé, par exemple. Non scolarisé. Voilà, il peut être accompagné par 10 000 codeurs. D'accord. Il suffit juste de savoir lire et écrire pour être accompagné par 10 000 codeurs. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une grosse notion académique, d'avoir été à l'école pendant longtemps, avoir de gros diplômes pour pouvoir y aller. Non. Il suffit juste d'avoir été à l'école au moins un tout petit peu. Oui, voilà. Vous savez, quand on parle du numérique aujourd'hui, il ne faut pas se concentrer sur une petite masse. Il faut se rapprocher de tout le monde. Si le jeune a déjà
une notion de savoir lire et écrire, il peut être accompagné. Et pour ne pas mettre à l'écart un petit nombre de jeunes, on essaie de les accompagner à travers un programme dénommé Un emploi en 3 étapes, où en première phase, vous passez par une culture numérique. Parce que c'est très important. Il faut passer par une culture numérique, passer un test écrit et un test oral. En deuxième phase, il faut sélectionner parmi les 65 métiers que nous disposons au sein de 10 000 codeurs, un métier de votre choix. Et à travers des partenaires, des écoles internationaux, vous suivez cette formation. Après la formation, il y a l'étape d'insertion. Donc, nous avons ceux qui ont suivi cette étape sont déjà dans l'insertion actuellement. Oui, voilà. Nous avons, à travers toute l'Afrique, plusieurs personnes qui sont déjà insérées dans des entreprises partenaires, que ce soit au niveau national et à l'international. Aubin Charles Rouzamé, nous sommes déjà dans les examens de fin d'année. Et qui dit examen de fin d'année parle de vacances naturellement. Est-ce que vous avez pensé à vos jeunes frères, à tous ces enfants qui seront bientôt en vacances? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? OK. Vous savez, le forum sur les métiers du numérique, c'est pour pouvoir nous rapprocher plus de la jeunesse. Ici au Bénin principalement, nous couvrons 26 communes. Et c'est des ateliers qui se déroulent en présentiel, autour de 4 ateliers. En premier lieu, il y a la découverte des métiers du numérique. Là, nous parlons des 65 métiers et nous faisons passer les exemples de ceux qui ont déjà suivi ce programme pour être insérés dans des entreprises. Donc, au niveau de l'atelier 2, nous avons le développement personnel qui parle de la posture professionnelle. Vous savez, vous pouvez avoir les diplômes et tout ce qui va avec, mais si vous n'avez pas une bonne posture professionnelle, ça serait difficile pour vous de vous insérer dans une entreprise. L'atelier 3, ça parle des ODD. On ne peut pas parler, le numérique est présent dans tous les domaines aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture et tout ce qui va avec. Donc, à travers les 17 ODD, on parle du numérique, le numérique au service des objectifs de développement durable. D'accord. Alors, avant de continuer avec vous, on va marquer une courte pause réclame et on reviendra pour parler notamment des communes dans lesquelles vous opérez et pour que nos compatriotes soient vraiment informés de cette opportunité qu'est 10 000 codeurs pour les métiers de numérique. Mesdames et messieurs, à nos partenaires, voici la pause réclame. Au Bénin, entreprendre, c'est oser. Mais franchir un cap, c'est un défi. Avec RISE, une initiative du gouvernement du Bénin, portée par le ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes accompagné pour structurer, développer et accélérer votre entreprise. Déjà plus de 80 entreprises béninoises ont franchi un cap. Un accompagnement sur mesure, des experts à vos côtés et un appui financier pour aller plus loin. Et si c'était votre tour ? Candidatez dès maintenant, avant le 7 juin 2026, sur www.rise2.bj. RISE, accélérer la croissance des entreprises béninoises. RISE est un programme du gouvernement du Bénin, mis en œuvre par l'Agence de développement de Sémécity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers. Retour plateau donc pour continuer notre discussion avec notre invité sur les 10 000 codeurs pour les métiers du numérique. Alors, Charles Aubin Rouzamé, vous parliez tout à l'heure des ateliers de formation. Oui. On vous en avait parlé de 3 et le 4e, c'est quoi? C'était l'entrepreneuriat et l'innovation. OK, d'accord. Parlons des communes dans lesquelles vous opérez. OK. Pour ne pas être trop long, nous intervenons parmi nos territoires cibles. Il y a par exemple Cotonou, il y a la commune d'Abomey-Calavi, il y a Bani-Kouara, il y a Parakou, il y a Sogodomé, il y a Boycon, il y a Porto-Novo, il y a Tchara, il y a
Il y a Kérou, il y a Bukumbe. Ah oui, il y a vous êtes éparpillé un peu sur le territoire national. Oui, voilà. Et vous arrivez à citer de mémoire les 26. Bon, vous n'avez pas atteint les 26. Bon, alors, et comment ça va se dérouler? C'est le 18 juillet 2026 qu'il y aura vraiment ce grand forum. Oui, bien sûr. En présentiel. Oui. Et quand on parle de présentiel, cela signifie que dans ces 26 communes, il y a des personnes présentes dans une salle en train de travailler. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Sur chaque territoire, nous allons réunir au moins 100 à 150 jeunes sur chaque territoire, oui, où il y aura des panélistes. Nous déployons des intervenants pour chaque atelier qui animent à travers chaque thématique. Bon, maintenant, comme c'est le numérique, ils seront interconnectés certainement. Non, il n'y a pas un serveur quelque part pour pouvoir surveiller tout cet ensemble des 26 communes? Non, vous savez, le forum se focalise plus sur l'orientation. Oui. Ça se focalise plus sur l'orientation. Maintenant, quand les jeunes ont ces informations, il y a l'accompagnement du programme Un emploi en 3 étapes qu'ils suivent pour pouvoir décrocher un emploi, bien sûr. Oui. À part ça, nous envisageons accompagner 80% de ces participants de la culture numérique jusqu'à l'insertion professionnelle. D'accord. OK, on va donc résumer votre programme. Parlez-nous de la date, des lieux de déroulement. Comment est-ce que ça va se passer? Donnez-nous les infos utiles. OK. Comme je viens de le dire, l'événement aura lieu le samedi 18 juillet. Ça commence pratiquement à 8 heures. Okay. Donc, au niveau de chaque atelier, nous prenons 1h30 ou 2 heures pour développer les différentes thématiques pour chaque atelier. Donc, de 8h à 15h ou 16h, le forum prend fin. D'accord. Je crois que là, nos compatriotes jeunes ont l'occasion maintenant de se frotter au métier du numérique. Et ce qui est intéressant, vous avez commencé par le dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros background pour participer à ces formations-là. Il suffit de savoir juste lire et écrire et vos accompagnateurs font en sorte que tout se mette en place. Oui, pour rappel, c'est un événement qui se déroule de façon simultanée dans 20 pays africains où nous avons la même programmation. Pour 20 pays africains? Oui. Et donc les Béninois ont le devoir de saisir cette chance? Oui, il y a 19 pays africains plus la diaspora en France où ça fait 20. Parfait. Allez, on retient donc que nous avons l'occasion donc de former nos plus jeunes au métier du numérique. Aubin Charles Rounzamem, merci d'avoir été là. Merci. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Allez, merci beaucoup. Patrick, merci à vous également. Oui, merci pour cette journée qui a commencé. La journée de l'arbre, je vous invite à aller planter un arbre ou à mettre en pot des fleurs, c'est possible aussi. Arbre fruitier ou fleurs, le principal, c'est que vous puissiez planter quelque chose aujourd'hui. Donc, chacun est invité à aller planter, à aller semer, à aller mettre une graine sous terre ou en pot. Merci Patrick. On se dit à demain. Oui, à demain. Allez, mesdames, messieurs, on va donc continuer cette émission après événement à la une. C'est le Bénin en mouvement qui suit. Voici donc Jennifer sur le plateau. Bénin en mouvement, on parle aujourd'hui de numérique et de technologie, numérique et innovation. Comment est-ce que cela peut impacter l'agriculture béninoise? On en parle avec Jennifer. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain Sochouma, un plaisir de vous retrouver ce matin, ce lundi matin. Alors, vous faites si bien, vous plantez si bien le décor numérique et innovation. Le numérique, l'intelligence artificielle, des capteurs, des drones s'invitent dans l'agriculture. Désormais, on ne cultive plus, j'ai envie de dire comme ça, de la même façon. À l'aveuglette, on cultive avec le numérique. Même l'intelligence artificielle peut s'y intéresser. Alors, cela prend du terrain, mesdames, messieurs, et se développe de différentes façons, que ce soit au Bénin, en Afrique et pourquoi pas au-delà, bien entendu. Alors, aujourd'hui, on en parle avec, je dirais, un expert, puisque la pratique gagne du terrain avec de nouvelles perspectives. Et nous sommes ce matin avec Steve Oda, expert en agronomie et en agrobusiness. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer, bonjour chers Bonjour Monsieur Oda et bienvenue.
Alors, vous êtes également promoteur d'une agriculture innovante et en Afrique. Vous avez d'ailleurs une application à ce propos. On va y revenir tout à l'heure avec de plus amples informations. Mais déjà, l'agriculture intelligente, on l'appelle également smart farming. En quoi est-ce que c'est différent de l'agriculture traditionnelle? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que l'agriculture traditionnelle, c'est une agriculture qui s'appuie sur l'expérience du producteur, les pratiques qui sont héritées. Donc, contrairement à l'agriculture intelligente qui, elle, va s'appuyer sur l'expérience du producteur et des données. Voilà, les données, par exemple, l'intelligence artificielle pour anticiper sur les besoins du producteur, les capteurs pour analyser la fertilité, l'humidité du sol, et puis voilà. Alors, justement, j'allais évoquer ces outils. Vous avez commencé déjà à citer l'IA, les capteurs, on a les drones également qui interviennent. Qu'est-ce que cela apporte que l'intelligence n'a pas en termes peut-être de rendu? Oui, vous avez, en fait, aujourd'hui, on a besoin de plus de précision pour l'agriculture. Vous n'êtes sans savoir qu'on a une population de plus en plus croissante et les besoins sont grandissants. Donc, il faut vraiment de la précision dans les actions. Et donc, vous avez par exemple les drones qui permettent de surveiller les cultures. Et donc, l'intelligence artificielle et tout ça, anticiper les maladies, permettre à ce qu'il y ait moins de pertes enregistrées sur l'ensemble des exploitations. Et justement, comment elle s'insère au quotidien? Je suis peut-être agriculteur, je vous suis, j'ai envie d'essayer, pourquoi pas cette méthode-là. Qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que j'achète? À quel moment je l'intègre? Est-ce que je commence d'abord, ensuite? Dites-nous un peu tout. OK. Bon, il faut dire aujourd'hui que le producteur, traditionnellement, il prend beaucoup de décisions à l'aveuglette. Donc, on essaie de produire quand on veut, comme on veut. On ne sait pas où on vend. On n'a pas vraiment d'informations sur le marché pour fixer ses prix. Mais aujourd'hui, avec les technologies numériques, aujourd'hui, on ne fonctionne plus à l'aveugle. Donc, vous avez au début des campagnes déjà, il y a une précision dans les données, dans la prise de décision, avec ces informations que vous avez en temps réel, par exemple. Le producteur qui aujourd'hui veut vendre son produit à la traditionnelle, il prend les décisions, comme je le dis, à l'aveugle. Mais aujourd'hui, il peut surveiller les prix sur le marché en temps réel, prendre les bonnes décisions pour pouvoir savoir où vendre, à qui vendre et tout ça. Alors, quand on parle de numérique et d'innovation en termes, sinon dans le secteur de l'agriculture, au-delà des données et de tout ce que vous venez de parler, qu'est-ce que l'agriculteur béninois, par exemple, gagne concrètement? Quels sont ces faits et gestes que l'innovation numérique apporte à sa culture agricole? OK. Donc, je disais tout à l'heure, quand on prend, par exemple, l'intelligence artificielle et tous les autres que j'ai cités, donc vous avez plus de précision. Parce que pour le producteur, en fait, c'est de produire moins de ressources, donc utiliser moins de ressources pour produire et gagner plus. Donc, pour lui, il est focalisé sur le rendement qu'il va faire. Donc là, il prend des décisions qui lui permettent d'avoir exactement le type de rendement. Il a besoin de produits. On sait qu'on est aujourd'hui face à ce qu'on appelle les changements climatiques. Donc je dois savoir que si je produis aujourd'hui, je ne vais pas réaliser les pertes ou bien le climat ne sera pas favorable pour moi. Donc je peux sélectionner le type de variété ou de semences adaptées à l'environnement dans lequel je produis. Je peux choisir aujourd'hui avec précision le type d'intrant dont j'ai besoin pour produire sur la terre où je suis pour avoir un meilleur rendement et savoir exactement sur quel marché vendre, à quel prix. Et cela me permet vraiment d'être rentable dans mon activité. Et dans la pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut se rapprocher peut-être de ceux qui ont cette connaissance-là ou est-ce qu'il faut se former soi-même pour pouvoir avoir les résultats escomptés? On peut se former et puis on a aussi les acteurs comme AfriCéréales, notre entreprise, qui permet d'accompagner les producteurs sur tout le long du process. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des technologies nouvelles. Et pour nos producteurs, dont il y a beaucoup qui sont moins instruits, donc l'idée, c'est d'envoyer des techniciens agricoles. Nous, on envoie des techniciens agricoles auprès de ces acteurs-là pour les accompagner, pour les suivre dans le processus d'utilisation de ces données sur l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur. Et justement, on va venir tout à l'heure à votre production. Je suis intéressée parce que vous parliez tout à l'heure d'investir peut-être peu et gagner suffisamment. Est-ce que tous les types de producteurs, d'agriculteurs sont concernés, que ce soit ceux qui ont de vastes hectares, de vastes domaines ou ceux qui font de petites productions chez eux ou sur des surfaces un peu réduites? OK, il faut dire aujourd'hui que les grandes surfaces, les grandes exploitations, comme tu le disais déjà, profitaient déjà de la technologie. Mais aujourd'hui, nous, on essaie de démocratiser vraiment ces solutions-là pour permettre
aux producteurs même du village le plus reculé pour pouvoir bénéficier vraiment de cette technologie. Et il faut dire aujourd'hui qu'on n'a pas la connexion Internet partout, mais on essaie aussi de développer des solutions avec le simple portable. Vous avez vu, comme vous avez l'habitude de faire vos paiements en ligne, taper juste étoile quelque chose pour permettre également de profiter. Donc, même si je n'ai pas la connexion, que je sois dans le milieu le plus reculé, avec mon petit téléphone également, je suis capable aussi d'utiliser vraiment cette technologie pour avoir le service dont j'ai besoin. Alain, je ne sais pas si vous avez fait le constat. Alors, l'agriculture n'est pas toujours peut-être le domaine auquel on pense tout de suite lorsque, au sein de, je dirais, cette génération-là, on parle de métiers sur lesquels on s'envisage, on se projette. Est-ce que c'est une façon d'intéresser les jeunes qui peut-être ont délaissé cela au détriment de ces nouveaux métiers du numérique? Ah oui, merci. En fait, nous, on a une philosophie qui rend l'agriculture sexy. Ah, d'accord. Voilà, parce que... Attrayante. Attrayante, exactement. Donc, vous avez vu, beaucoup de nous avons été découragés par la pratique de l'agriculture parce qu'on a vu nos parents souffrir dans des conditions un peu déplorables. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont détournés de l'agriculture parce qu'ils se sont dit c'est très difficile, c'est trop physique. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent entreprendre, gagner de l'argent, faire du business et utiliser la technologie. Donc, on essaie de combiner en fait cette expérience que nos parents ont faite et puis l'expérience que nous on fait aujourd'hui avec la technologie pour permettre vraiment de rendre tout ça attrayant pour les jeunes. Donc, les jeunes aujourd'hui ont besoin vraiment de ne pas trop souffrir pour faire l'agriculture, mais d'utiliser les moyens adéquats de leur époque pour vraiment être rentable dans leur business agricole. OK, justement, vous êtes basé dans plusieurs pays d'Afrique, notamment lorsque vous observez au Bénin, est-ce qu'il y a des avancées dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a quand même des pas qui sont faits en ce qui concerne le farming, le smart farming, l'agriculture intelligente? Oui, bon, le Bénin, sous l'administration du président Talon, a fait un excellent travail. Le Bénin est parti déjà par une stratégie de e-agriculture. Donc, il y a eu l'émergence également de beaucoup de jeunes, de start-up qui développent aujourd'hui des solutions numériques pour l'agriculture. Donc, il y a vraiment l'encadrement qu'il faut avec l'ADPME, CMS City. Et nous, on est vraiment un produit de CMS City. Ah, d'accord. Voilà, donc on a permis vraiment d'apprendre tout. Et aujourd'hui, l'État met vraiment aussi des moyens pour nous accompagner dans le développement de nos solutions. Alors, Steve Oda, vous êtes économiste, économiste justement de formation. À quel moment vous vous tournez vers l'agribusiness? Là, on entre, je dirais, de plein pied dans votre parcours. À quel moment vous vous tournez vers l'agribusiness et plus particulièrement l'innovation agricole? Merci beaucoup. Donc, je suis économiste et ce que nous, on a appris de l'économie, c'est que l'économie, c'est celui qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. Et de moi, très tôt, j'ai compris qu'en fait, on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de l'agriculture. Donc, très tôt, je me suis tourné vers le secteur agricole. Et donc, pour avoir formé plus de milliers de producteurs durant mon parcours, j'ai vu leurs difficultés. Et c'est sur ça que nous, on a essayé de tabler pour mettre en place notre solution. Et comment est née l'aventure? Vous commenciez à en parler tout à l'heure, Afri Céréales, et quelle est la vision que vous portez à travers elle? OK. Afri Céréales est née d'une conviction qui est simple. C'est qu'en dépit de leur potentiel, en dépit de leur courage, les petits producteurs sont exclus des services agricoles modernes, accès à la mécanisation, à la formation, au financement. Et c'est vraiment cette problématique qui nous a captivés et on a essayé d'entreprendre vraiment pour apporter une réponse. Aujourd'hui, notre vision, en fait, c'est de créer l'écosystème. Cet écosystème-là où le producteur peut produire, mieux vendre et avoir accès au crédit pour financer ses campagnes. Oui. D'accord. Et lorsque vous êtes sur le terrain, comment les activités évoluent? Est-ce qu'il y a quand même des pas qui sont faits? Oui, il y a beaucoup de pas qui sont faits aujourd'hui. Quand on observe un peu ces dernières années et tel que ça évolue, on constate aujourd'hui que de plus en plus, on a des coopératives, des producteurs qui utilisent les smartphones, qui utilisent les technologies. On a de l'agriculture beaucoup plus mécanisée. On a la Sonama qui a fait un bon travail sur le terrain, une agriculture qui est de plus en plus mécanisée. On a des acteurs qui sont formés. On a la Chambre nationale d'agriculture qui fait également un excellent boulot. Donc, je pense que ça avance depuis 10 ans maintenant. Oui. Alors, on vous a connu avec, je pense, App Céréales parce qu'on vous a reçu il y a un certain temps et vous mettez en avant aujourd'hui Ikena. Entre-temps, qu'est-ce qui a justement évolué? Qu'est-ce que cette étape apporte de plus, surtout aux producteurs? OK, donc on avait App Céréales
Oui, App Céréales qui était beaucoup plus sur la mécanisation des opérations, c'est un service de mécanisation. Mais on a compris sur le terrain que en fait, les besoins du producteur sont beaucoup plus larges. Donc, en dehors des machines, il a besoin des intrants et de la formation du crédit. Et donc, on a décidé de mettre en place un écosystème où le producteur, en un seul lieu, il a accès à tous les services dont il dispose. Et c'est comme ça qu'est né Ikena. Donc, App Céréales, c'est un service, Ikena, c'est un écosystème. Qui englobe plusieurs services. D'accord. Et dans le dispositif, de façon globale, qu'est-ce que cela change dans le quotidien? Oui, dans le quotidien, c'est qu'en une seule place, un seul téléphone, le producteur déjà peut avoir accès à la machine dont il a besoin. Il peut avoir besoin de le marché sur lequel il vend. Donc, s'il veut acheter, par exemple, des intrants, des équipements et même les déchets qu'il produit, il est capable de pouvoir les vendre également depuis sa plateforme. Donc, les déchets étaient brûlés et ça crée du CO2. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement brûlé. Nous, on permet à ce que ces déchets deviennent source de richesse pour lui. Donc, il peut, via la plateforme, vendre également et accéder. Et bientôt, il pourrait accéder au crédit pour financer sa campagne. Alors, Steve, je ne sais pas, Alain, dans le quotidien, vous vous intéressez, vous le dites, vous allez dans les zones un peu reculées, vous intéressez les producteurs. On s'imagine que c'est peut-être, il s'agit de producteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de smartphone. On le sait, certains parents ne sont pas toujours habitués à cette technologie-là. Moi, je me demande comment vous arrivez à les intéresser, à ce qu'ils soient autonomes eux-mêmes. OK, merci beaucoup. Le plus difficile pour les solutions numériques qui se mettent en place, c'est l'adoption. Vous avez beaucoup de solutions qui sont créées, mais qui sont moins adoptées. Donc, le plus important n'est pas seulement de créer la technologie, mais c'est d'accompagner, comme tu l'as dit, c'est d'accompagner les acteurs. Donc, nous, on essaie d'avoir des personnes qui sont dans leur milieu. Donc, nos techniciens agricoles sont avec eux. Ils les accompagnent à pouvoir utiliser l'application, à pouvoir être sensibilisés sur pourquoi ils utilisent. Parce que le plus important, c'est de savoir aussi pourquoi j'utilise. Exactement. Parlant justement de technologie, d'autonomie et d'adoption de cette technique-là avec nos parents. Oui. Tout ça commence d'abord par aller à l'école. Et nos bouts de chou commencent aujourd'hui leur examen. Nous avons en direct Rodrigue Babagbeto et Edmond Humbo qui sont à Aplakwe pour nous faire vivre en direct comment est-ce que dans le département du Koufo et à Aplakwe, le CEP se déroule. Bonjour Rodrigue, hola Babagbeto. Bonjour Alain Sochouma, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être en votre compagnie en cette matinée du 1er juin 2026. Un lundi 1er juin par lequel le temps est radieux ici au complexe scolaire Bofoli de l'arrondissement d'Azové dans le département du Koufo. Ce département, s'il faut le rappeler, est arrivé l'année dernière 6e à l'aune des résultats du CEP session de juin 2025 avec plus de 90% comme taux de réussite. Et cette année, près de 14 500 candidats sont inscrits dans le département, dans ce centre de Bofoli où je me trouve. Un centre qui doit accueillir le lancement officiel de cet examen du CEP. Combien de candidats a-t-on? Eh bien, pour me répondre, j'ai à mes côtés ici M. Christophe Degbe. Il est le chef service examen et concours. M. Grégoire Degbe. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors dites-nous, combien de candidats compte-t-on dans ce centre pour ce CEP? Ce CEP dans le centre de Bofoli. Bofoli compte un garçon. Je viens, bon, 191 et 186 filles. Dont le total fait 377. 377 candidats qui sont retenus pour cette composition. Oui. Pour combien de salles? Pour 11 salles. Pour 11 salles. 11 salles de composition pour 377 candidats. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que cette composition se déroule bien? Dans de meilleures conditions, oui. Et de bonnes dispositions ont été prises très tôt. On dit quand tu voyages loin, il faut ménager ta monture. Donc, très tôt, d'abord sur le plan national, nous avons eu le matériel lourd à temps. Puis après, nous avons eu les matériels sensibles aussi à temps. Nous avons fait le dispatching dans chaque centre. Nous en avons 57 dans tout le département. Et les surveillants
Pour les 428 salles du département, les surveillants ont été suffisamment répartis dans chaque centre. Et qu'en est-il des dispositions sécuritaires? La sécurité, vraiment, ça ne nous a pas fait défaut. D'abord, le centre est clôturé et les salles sont bien bâties pour ne pas créer d'accidents. La sécurité même, la police républicaine nous a suffisamment donné d'éléments pour, n'est-ce pas, encadrer. La santé des enfants, nous avons des infirmiers et infirmières qui sont proches là, et même certains écoliers qui ont bénéficié des cantines. S'il y en a ici, c'est sûr que les directeurs vont leur apporter à manger à midi. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire Degbé. Je rappelle que vous êtes le chef service examen et concours du département du Koufo. On vous laisse retourner aux différents préparatifs pour le bon déroulement de cette composition. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Alain Sochoumain, c'est déjà aux premières heures de cette journée, plus précisément à 6 heures, que les parents ont commencé à franchir le portail de ce complexe scolaire Gbofoli, centre de composition où va se dérouler le lancement officiel du CEP session de juin 2026. Les parents, on a vu certains formuler des prières à leurs enfants. On a vu d'autres accompagner leurs enfants jusqu'au seuil même de la classe de composition. Et dans quelques instants, va se dérouler le lancement officiel de l'épreuve, la première épreuve de composition qui va être l'épreuve de lecture. Le ministre des enseignements maternels et primaires est déjà sur les lieux avec une forte délégation. Le préfet, le maire, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires, ils sont tous présents et dans quelques instants, nous allons vous faire vivre en direct depuis le Koufo le lancement officiel de cet examen du certificat d'études primaires, session de juin 2026. Merci Rodrigue Ola Babagbeto. Je sais que vous êtes à pied d'œuvre, vous et Edmond, pour nous faire vivre donc cet événement depuis le département du Koufo. On est tout tué, on reste en contact jusqu'à la fin de cette émission pour vous accueillir et pour vivre en direct le lancement officiel du CEP. Alors, on revient sur ce plateau, Jennifer, si vous le permettez. On parlait donc de smart agriculture, on parlait d'agriculture intelligente, ce que le numérique peut apporter aujourd'hui à nos agriculteurs. Alors, de façon concrète, Monsieur Ado, moi, j'ai envie de... Monsieur Oda, du moins, j'ai envie de vous demander ceci. Du haut de vos expériences, qu'est-ce que ces innovations ont apporté concrètement à des producteurs béninois que l'on peut quantifier ou bien dont on peut parler aujourd'hui? Ok, d'accord. Ce sont des solutions qui ont permis à des producteurs d'abord de pouvoir améliorer leurs revenus. Voilà, améliorer leurs revenus, améliorer leur rendement, améliorer également leurs pratiques de culture. Voilà, donc, quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans des climats qui ne sont pas toujours favorables, il faut prendre les meilleures décisions. Donc aujourd'hui, grâce à ces solutions, les producteurs peuvent accéder aux tracteurs pour pouvoir labourer. Aujourd'hui, on sait déjà qu'on est en phase de labour actuellement et trouver un tracteur n'est pas facile. Si vous ne faites pas vite l'activité, vous pouvez prendre du retard sur votre production. Donc beaucoup bénéficient aujourd'hui de solutions pour pouvoir avoir des machines à temps, puisque en fait la question ici c'est le temps. La question avec la solution numérique c'est le temps. Il faut faire les activités dans le temps, sinon l'agriculture n'attend pas. Quelles sont les zones où vos solutions ont eu d'impact au jour d'aujourd'hui? On a eu l'impact dans la Takora, côté Natitengu, à Materi, où on a beaucoup travaillé sur le post-récolte. On a également au niveau d'Adjoung, de Djidja, de Ketu, où on a travaillé. Dans les collines également, où on a travaillé. Savalou, Bante, où on a travaillé avec nos solutions. Et tout à l'heure, justement, on commençait à parler de la formation. Alain embrayait justement très bien sur la formation. On a parlé de votre accompagnement dans l'utilisation justement de cette application, de ces services-là. Est-ce qu'il y a une formation, une place ou une tranche dédiée à la formation pour les utilisateurs? Ok, donc Ikena, c'est une plateforme, un écosystème digital où on peut avoir accès aux équipements, accès au marché et accès aussi à la formation. Donc, sur la plateforme également, on a une plateforme e-learning et de mentorat. Donc, vous avez des modules où vous pouvez apprendre sur l'agriculture. Si aujourd'hui, Jennifer veut se lancer, comment produire, où produire, quoi produire, où trouver le marché, c'est possible. Mais aussi, on allait plus loin en intégrant également des mentors
voilà, du mentorat agricole sur la plateforme. Ou via la plateforme, vous pouvez avoir accès à un mentor. Si vous venez de commencer, vous n'avez pas trop de connaissances, vous entretenir avec vous sur ce que vous recherchez. Et justement, tout à l'heure, on voyait sur les images qui passaient de grosses machines qui étaient justement, qui entraient dans le compte de l'accompagnement de l'État béninois, justement, dans ce processus-là. Lorsqu'on est un petit exploitant, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut déjà acquérir très rapidement pour évoluer? OK, donc vous avez vu, on a déjà un motoculteur comme ça qui peut permettre déjà de pouvoir faire sur des petites exploitations. Ça, c'est une batteuse voilà, pour le labour des champs, peut-être dans la Takora. Et on a aussi le tracteur, il y a des différents chevaux, il y a les tracteurs 35 chevaux, 60 chevaux qui peuvent accompagner également le producteur dans l'utilisation. On a vu également la faucheuse, voilà, une faucheuse, petite faucheuse qui permet vraiment de faire la récolte du riz ou encore du mil, voilà. Et ça permet aux petits producteurs d'avoir ce type d'équipement parce qu'ils ne travaillent pas vraiment sur des milliers d'hectares. Et quand je dis petit producteur, je pense également peut-être à la bourse. Est-ce que ce n'est pas un peu onéreux, un peu coûteux d'avoir ces machines-là? Oui, c'est difficile pour le producteur de pouvoir avoir accès à un tracteur qui va coûter, par exemple, 14 millions. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a facilité le service, on fait de la prestation ou de la location. Donc, le producteur n'est pas obligé, de payer ses machines. Donc, il a 10 hectares, 20 hectares, il a besoin de labourer son champ. Il nous fait appel, on vient faire la prestation, il paye et puis il ne gère pas l'amortissement du matériel et tout ça. Et en même temps, il a le service qui est vite fait et il passe à autre chose, quoi. Et justement, Alain, comme je le disais, on n'est pas habitué, on est plus habitué à la roue, à ce genre de méthode-là. À la longue, ceux qui ont acquis ces matériels, ceux qui ont pu se les offrir, est-ce qu'il y a une certaine garantie sur la durabilité, par exemple? Du matériel? Oui. Oui, cela rentre aussi dans le processus de formation. Quand je dis sur la plateforme, la formation, ce n'est pas seulement pour produire, c'est l'utilisation également des équipements. On a aujourd'hui la Société nationale de mécanisation qui a offert beaucoup de machines. Et le défi pour un producteur d'avoir ces machines-là, c'est l'entretien. L'entretien de ces machines. Et il faut savoir bien faire les vidanges et tout ça. Donc nous, on accompagne également ces acteurs-là à pouvoir bien utiliser le matériel qu'ils ont aujourd'hui avec eux. Donc ça rentre dans le processus de formation. Alors, on va quitter, je dirais, les machines pour revenir à tout ce qui est numérique, digital, etc. Vous avez bien évoqué tout à l'heure les drones qui permettent de surveiller. Mais lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a peut-être un tout autre concept. C'est peut-être sur Internet, sur les smartphones, pardon, qu'on voit plus son utilité sur ordi. À quel moment cela se transpose dans les champs, j'ai envie de dire? Oui, donc j'ai dit ce sont des technologies pour la prise des décisions. Donc ce sont des technologies basées sur des données. Donc l'intelligence artificielle, c'est des gigas de données, c'est beaucoup de données qui permettent de faire des analyses. Donc le producteur aujourd'hui, comment ça peut être utile pour lui? Donc c'est l'anticipation. Donc vous avez vu, je suis par exemple dans telle zone et j'ai vu un peu comment le climat a réagi sur ces 50 dernières années. Donc il me permet de prendre juste la décision de savoir qu'est-ce que je dois faire en ce moment précis. Donc quel produit quelle spéculation je dois faire par exemple à telle période de l'année pour pouvoir rentabiliser. Exactement. Et quelles sont les étapes pour celui ou celle, parce qu'il y a également des femmes dans l'agriculture qui est bien habituée à son agriculture traditionnelle, quelles sont les étapes pour virer ou pour aller de l'autre côté dans l'agriculture intelligente? OK. Ici, on parle de technologie. Donc, déjà, il y a beaucoup de structures d'accompagnement qui peuvent vous aider déjà sur le plan du numérique. Voilà. Il y a même les Women in Tech, c'est un regroupement de femmes de la technologie qui sont capables d'abord de vous apprendre à utiliser la technologie. Maintenant, si vous voulez maintenant l'appliquer dans l'agriculture, Afrique Céréales est à votre disposition pour vous accompagner sur tout le long du processus, pour pouvoir vous former sur l'application, les utilisations et vraiment le cas concret sur le terrain, comment on fait ensemble la pratique pour que vous puissiez vraiment
adopter cette solution. Donc je retiens que pour cette question qu'il faut entrer en contact avec, j'ai envie de dire, les structures compétentes, se faire former ou se faire accompagner aux besoins. Justement, alors quelle comparaison, j'ai envie de dire, quelle comparaison vous pouvez faire entre les rendus sur un an, c'est un exemple d'une agriculture traditionnelle, et de l'autre côté de l'agriculture intelligence, lorsque toutes les étapes sont respectées? OK, donc ici, vous avez quelqu'un qui va fonctionner à l'aveugle, il va aller produire sur une terre forcément qui n'est pas adaptée, il va utiliser des intrants qui ne sont pas adaptés, donc en conséquence, il va avoir des rendements qui sont faibles. En plus de cela, il va chercher le marché, donc il a juste un seul acheteur qui va se présenter à lui, il va brader sa culture. Et donc, il va vendre parce qu'il doit avoir au moins le peu qui lui reste. Et, à contrario, vous avez une autre personne qui, lui, il va prendre des informations basées sur les données. Donc, il saura tout de suite où produit et quoi produit. Et en fonction de sa terre, il saura choisir son intrant pour savoir exactement quel. Et dans le contexte climatique également, il sait déjà que je dois prendre une variété qui est résistante au climat parce que ce climat sera défavorable pour moi. Et après avoir fini de vendre, il a accès à une large gamme d'acheteurs. Donc, il peut choisir à qui vendre et à quel prix. Et voilà. Le marché est plus vaste, mais et en ce qui concerne peut-être la qualité, parce que c'est vrai, il faut rentabiliser. On a toutes les données, on a compris avec l'agriculture intelligence, on peut tout avoir et générer assez de revenus. Mais en ce qui concerne la qualité, peut-être sur la santé des consommateurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là? Oui. Notamment pour les industriels, parce que les industriels ont besoin de la matière première pour pour transformer. Voilà. Et à ce niveau-là, ce qui va jouer en compte, c'est la traçabilité. Donc, entre deux produits, quelqu'un qui a vendu sans qu'on ait vraiment de la traçabilité, un produit qui est traçable et donc qui a suivi un processus de transformation, on sait déjà comment ça a été produit, les industriels vont avoir plus confiance en ce produit-là, parce qu'en fait, il va rentrer dans le processus de consommation. Et donc, pour protéger les consommateurs, un produit qui est tracé, qui a suivi tout le processus, est beaucoup plus sûr qu'un produit dont on n'a aucune traçabilité. On sait d'où le produit est venu, comment ça a été produit, comment ça a été transporté. Qui l'a vendu. Exactement. Comme ça, on remonte la chaîne. Bon, on retiendra que vos solutions apportent quand même un plus à l'agriculture béninoise. On va vous souhaiter beaucoup de succès. Merci et beaucoup. Souhaiter du succès à l'agriculture béninoise également qui profite de cette technologie-là. Et comme je le dis souvent, ici c'est votre maison. Revenez comme vous voulez, quand vous voulez. Merci et c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Merci Jennifer, merci également à vous de nous avoir fait découvrir donc, cette technologie, le numérique au service de l'agriculture béninoise. On va se dire à demain. À demain, toujours avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, on va marquer une pause à présent pour vous retrouver juste après. Mais avant la pause, oui, il y a que votre santé nous intéresse. On commençait par le dire, ce que nous mangeons influence notre santé. Mais ce matin, on va parler de tabac. Si vous êtes addict au tabac et que vous avez envie de vous en sortir, alors l'émission, je dirais la rubrique qui va suivre, est la vôtre. Vous aurez tellement de bénéfices à arrêter de fumer, à arrêter de consommer du tabac sous toutes ses formes. Instant Santé est aujourd'hui au cœur de cette question-là. Voici donc un élément qui nous est présenté par Ediature Christelle Tongolo dans Instant Santé. Pour ceux qui fument, allumer une cigarette, c'est avant tout un réflexe. Pourtant, chaque cigarette est une véritable usine chimique dont les particules pénètrent à l'intérieur de l'organisme. Quelques heures après la dernière cigarette, l'organisme enclenche déjà ses premiers mécanismes de récupération. Les poumons figurent parmi les premiers organes à en ressentir les effets. Dans la fumée de tabac, il y a par exemple ce qu'on appelle le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qui très rapidement, lorsqu'il rentre dans le corps, va aller prendre de la place de l'oxygène. L'oxygène est vital. Sans oxygène, pas de vie. Et donc, vous imaginez que votre organisme se bat pour consommer en temps normal l'oxygène dont il a besoin parce qu'entre-temps, le monoxyde de carbone est rentré là. Et ce monoxyde de carbone va entraîner
beaucoup de conséquences, notamment sur les vaisseaux qui vont se contracter et qui vont entraîner beaucoup de maladies liées à la circulation, à la mauvaise circulation du sang. Dès l'instant où vous arrêtez de fumer, cette quantité de monoxyde de carbone va diminuer progressivement pour laisser la place, vous voyez, à l'oxygène qui, lui, est vital et tout bénéfique. De la même façon également, il y a de nombreux autres gaz, de nombreuses autres substances, le plomb, les substances cancérigènes, tout ce qu'il y a qui progressivement avec le temps vont cesser. Le tabac va toucher de façon préférentielle les artères en entraînant ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui n'est rien d'autre que l'accumulation de la graisse au niveau de la paroi de ces artères. Ce phénomène, normalement, commence depuis l'enfance. Et sur les sujets qui n'ont pas de facteur de risque, l'accumulation de cette graisse ne se fait pas de façon permanente. Elle s'élimine progressivement. Mais lorsque l'on présente des facteurs de risque, notamment le tabagisme, le tabac va également accélérer la formation des plaques d'athérome au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui va réduire la lumière de circulation du sang et va aboutir à ce qu'on appelle la crise cardiaque. Savez-vous que plus d'un décès par maladie cardiaque sur 10 est dû au tabac? Et que même le tabagisme passif peut provoquer un infarctus ou un AVC? Non? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Les bénéfices concernent également le système cardiovasculaire. Dès les premiers jours, le cœur commence à fonctionner. Pardon, on vous l'avait dit en direct du département du Koufo, le lancement officiel du certificat d'études primaires se passe et nous avons en direct Rodrigue Babagbeto. Et là, nous voyons donc le ministre des enseignements primaires, maternels et primaires, qui procède donc à l'ouverture des enveloppes contenant probablement et sûrement les épreuves du jour, les premières sur lesquelles nos candidats vont devoir donc plancher. Et vous pouvez le voir à l'image, le préfet du département du Koufo qui est autour, qui est avec le ministre et les autres cadres également pour lancer officiellement donc cet examen. Depuis la commune d'Aplahoué, dans le département du Koufo. Et là, nous sommes au centre de composition de Gbofoli, comme le précisait Rodrigue Ola Babagbeto, notre envoyé spécial sur le terrain. L'examen donc du CEP est lancé et le ministre qui probablement donne les derniers conseils aux enfants, aux candidats, pour mieux aborder ces épreuves matinales, les premières sur les 3 jours qui seront donc les jours de composition. Et nous sommes en direct de la commune d'Aplahoué dans le département du Koufo où le CEP est officiellement lancé par le ministre, le tout nouveau ministre, il faut le dire, des enseignements maternels et primaires. Et donc, voilà qui est fait. On pourra donc désormais le dire à travers tout le Bénin ce matin, les enfants composent. Lancement officiel du certificat d'études primaires dans le département du Koufo par le ministre de l'enseignement, des enseignements maternels et primaires au centre de composition de Gbofoli, EPP Gbofoli, où les élèves composent ce matin. Vous suivez là les images exclusives de ce lancement officiel depuis le département du Koufo. Voilà, avec nos envoyés spéciaux, Rodrigue Ola Babagbeto et Edmond Hongbo, qui nous permettent donc de vivre en direct cet événement. Les épreuves, les enveloppes ont été ouvertes, les épreuves partagées sûrement. Et donc, les conseils du ministre à l'endroit des candidats pour aborder avec sérénité et tranquillité, mais avec assurance également, l'épreuve, sinon les épreuves du certificat d'études primaires, édition
2026. Les enfants sont à l'assaut du tout premier diplôme de leur vie. Le CEP, le certificat d'études primaires 2026, officiellement lancé dans le département du Koufo par le ministre des enseignements maternels et primaires, entouré du préfet et des cadres. Armand Kouyema Nata, qui est donc actuellement dans le département du Koufo. Et vous le voyez à l'écran, qui lance officiellement le certificat d'études primaires. Un ministre qui gère et qui devra gérer donc près de 2,3 millions d'apprenants et 17 000 écoles. Un ministère qui donc a l'honneur aujourd'hui de lancer le tout premier examen de ces enfants. Du CI donc au CM2, ils vont devoir donc affronter le certificat d'études primaires avec à l'écran, vous le voyez, le ministre des enseignements maternels et primaires, le ministre Armand Kouyema Nata. Et donc voilà, c'était là donc le lancement officiel du certificat d'études primaires avec les autorités préfectorales et surtout avec la présence effective du ministre Armand Kouyema Nata, ministre des enseignements maternels et primaires. Ça se passe dans la commune d'Aplakoué avec les autorités autour. C'est dans la commune d'Aplakoué, département du Koufo, avec nos envoyés spéciaux, Rodrigue Ola Babagbeto et Edmond Humbo, grâce à qui nous vivons donc en direct le lancement officiel du certificat d'études primaires ce matin depuis la commune d'Aplakoué dans le département du Koufo. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là depuis le Koufo, le lancement officiel de l'examen, du premier examen des enfants. Voilà, on le dit souvent, c'est le certificat d'études primaires depuis la commune d'Aplakoué dans le département du Koufo. On va revenir sur cette émission, certainement on reste en ligne avec nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre chaque détail de ces moments spéciaux également que constitue donc le déroulement de l'examen du certificat d'études primaires. Mais avant, on va continuer cette émission et nous parlions donc santé et surtout ce que vous gagnez, ce que vous obtenez en vous abstenant du tabac, en laissant tomber le tabac. C'est avec Christelle Tongoro. En attendant de retrouver Christelle, on reste en ligne avec nos envoyés spéciaux, avec les images qui nous viennent du département du Koufo, dans la commune d'Aplakoué. Et c'est le lancement officiel du certificat d'études primaires, le CEP édition 2026. On retourne dans le département du Koufo à Aplakoué, plus précisément au centre de composition de Gbofoli avec le lancement officiel du certificat d'études primaires, édition 2026, avec le ministre Armand Kouyema Nata. En direct, vous vivez cet événement avec des images exclusives que nous avons grâce à nos envoyés spéciaux Rodrigue Babagbeto et Edmond Humbo. Voilà,
Nous avons donc la première épreuve, compréhension de l'écrit. Voilà, les enfants vont donc se frotter à cet examen du certificat d'études primaires lancé officiellement par le ministre Armand Kouema Nata avec nos envoyés spéciaux Rodrigue Olab Bagbeto et Edmond Humbo. On va poursuivre cette émission tout en restant en contact avec nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre chaque détail de cet événement. Et on va ouvrir à présent la page des sports. Ce matin, ça va être avec Fifame Salomé Atareji, déjà dans ce studio. Fifame qui va nous parler aujourd'hui donc sport, on parle sport. Et surtout, on a une invitée. Fifame, bonjour. Bonjour Alain. Vous allez bien? Super bien, et vous-même? Ça va super bien. J'espère que la vie est belle. Dieu fait grâce. Ce matin, nous parlons sport, mais vous êtes d'abord ici avec une invitée spéciale. Parlez-nous-en. Exactement, partie du Bénin avec un rêve et un ballon de basketball. Elle s'est progressivement imposée comme l'une des jeunes basketteuses béninoises les plus prometteuses de sa génération. Entre performances sportives de haut niveau et excellence académique aux États-Unis, notre invitée d'aujourd'hui est internationale, béninoise de basketball et étudiante en économie à une université aux États-Unis. On reçoit aujourd'hui Odi Candace Petikou pour vous. Bonjour Odi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Odi et bienvenue à la maison. Merci. C'est ça, à la maison, hein, parce que vous êtes sur la terre de vos ancêtres. Vous êtes là pour les vacances? Exactement, oui. Très bien. Alors Odi, on va revenir sur le début, au tout début de votre aventure en tant que basketteuse. Comment une jeune fille de Natitingou a eu cette envie de devenir basketteuse à l'âge de 12 ans? Bon, l'histoire vraiment commence avec mon père. Mon père a toujours voulu que je joue au basket. Et un jour, il s'est levé, il m'a acheté un ballon de basket, des chaussures de basket. Et il m'a dit d'aller jouer au basket, de faire du sport. Heureusement, j'avais un professeur d'SVT dans mon collège Saint-Augustin à Natitingou qui a proposé aux élèves de venir s'entraîner avec lui. Et l'opportunité s'est présentée, donc je l'ai prise. J'ai commencé à jouer au basket. Au début, c'était juste pour le fun, genre s'amuser, rien de sérieux. Mais le plus je continuais à jouer, le plus je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire et entamer une carrière avec. Et voici où nous y sommes. Très bien, vous évoquez généralement le nom de votre professeur de SVT. En quoi il a été utile au déclenchement de votre envie de devenir basketteuse? En quoi il a contribué au développement de votre carrière? Bon, je dirais que la première fois, quand je suis allée en entraînement, comme je le disais, au début, j'étais juste allée pour m'amuser et voir genre, ce que ça donnait. Mais je dirais, M. Ndizé, mon prof d'SVT, va vraiment pousser à prendre le basket au sérieux. Et c'est grâce à lui que je me suis fait introduire au basket. Et il m'a mis aussi en contact avec d'autres coachs de Natitingou qui m'ont permis de rejoindre le club et de pouvoir évoluer ma carrière. Très bien. Après votre BEPC, vous décidez de quitter Natitingou pour venir à Bomey-Calavi. Pourquoi faire? Bon, nous savons tous que le basket est plus développé au sud. Et donc, j'ai demandé la permission à mon père de m'offrir ce souhait de, si je réussis au BPC, qui va me permettre d'aller rester à la maison à Calavi et de commencer dans un club à Cotonou. Et j'ai eu la chance d'intégrer le club du coach Oswald Kenom. C'est lui qui m'a permis de pouvoir aller aux États-Unis. Mais à quel moment de votre vie vous découvrez que le basketball peut vous ouvrir réellement les portes d'une carrière internationale? Je dirais que le basketball, vraiment pour moi, a quelque chose de spécial dans mon cœur, une place spéciale dans mon cœur,
parce que vu que je suis très élancée, en grandissant, il y avait plusieurs de mes camarades, mes amis qui se moquaient de ma taille et tout. Et je pense qu'avec le basket, quand j'ai débuté le basket, il y avait plusieurs personnes qui étaient vraiment genre, envieuses de ma taille. Et c'était juste un changement d'air, de voir qu'il y a les gens qui apprécient ma taille et il y a les gens qui souhaitent avoir cette taille que moi. Et j'ai aussi compris qu'avec le basket, je pourrais vraiment aider mes parents financièrement. On va revenir à vous tout à l'heure en parlant de basket. Nous avons en direct le ministre des Enseignements maternels et primaires au lancement donc du CEP. On le suit en direct. Qui nous a instruit d'œuvrer pour que chaque enfant, chaque écolier, quelle que soit son origine, quel que soit son département d'origine, qu'il puisse avoir accès à une éducation de qualité et aussi avoir accès à une chance équitable de réussite au CEP. Alors, qu'est-ce qui explique le choix de ce centre, le complexe scolaire de Bofoli, pour abriter donc le lancement officiel de ces épreuves de l'examen? Le lancement officiel ici s'adresse prioritairement aux élèves et nous leur avons prodigué des conseils de calme, de sérénité pour qu'ils puissent composer dans des conditions apaisées et que les résultats soient à la hauteur de l'attente des parents et de tout le dispositif du système éducatif. Le centre de Bofoli a été choisi en lien avec le principe de rotation au niveau des départements. Le principe de rotation au niveau des départements qui a été institué déjà depuis quelques années par le MAMP. Et ce principe s'aligne sur deux logiques. La logique d'intégrité territoriale, de rotation au niveau des départements, pour que chaque département se sente concerné par cet événement national. Nous avons aussi ce principe d'émulation pour qu'un centre choisi soit une vitrine, porte-parole d'autres centres, d'autres sites, pour que tout le monde, nous puissions avancer vers l'excellence. Voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il faut que les résultats de cet examen soient à la hauteur des attentes des parents, mais aussi de toute la communauté nationale. Mais vous, en tant que nouveau ministre des Enseignements maternels et primaires, quelles sont vos espérances? Les espérances sont grandes. Nous avons, sur le plan historique, en 10 ans, fait un bon qualitatif de près de 50 points. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, au début des grandes réformes dans le secteur de l'éducation, le taux de réussite était de 39,26%. En 2025, nous sommes allés à 89,81%. Un bon qualitatif de 50%, c'est à saluer. Et nous sommes dans des conditions pour aller plus loin. Nous visons un taux de 90% pour donner une chance vraiment à tout le dispositif qui se sent concerné par rapport à ces réformes-là. Aller plus loin ensemble. Mais au-delà des chiffres symboliques, de cette barre symbolique de 90%, nous voulons insister et nous avons été mandatés, instruits pour aller sur la qualité. La qualité de l'enseignement, la qualité de la supervision, la qualité des élèves écoliers. Ici, écoliers qui vont être élèves, la qualité va s'exprimer en termes, non pas de taux, mais en leur capacité à lire, leur capacité à communiquer, à écrire, à s'intégrer dans leur milieu de vie et surtout à être de bons citoyens. Donc au-delà du taux que nous visons, 90%, nous visons la qualité du système éducatif. Merci beaucoup, Monsieur Nata, pour tous ces mots. Juste derrière vous, nous avons le préfet du département du Koufo, Monsieur Christophe Megbedji, de qui je me rapproche pour avoir un mot. Le patron a parlé. Quelles sont vos impressions, vous, préfet du département, qui abrite justement le lancement officiel de cet examen du CEP 2026? Vous savez, mon patron il a parlé, il a tout dit. Je m'enligne sur tout ce qu'il a dit. Et les enfants vont réussir massivement pour le bien de nos communautés. Merci beaucoup. Mon patron, il a déjà parlé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Megbedji, préfet du département du Koufo. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Alain Sochoumen, ici s'achève donc le lancement officiel de l'examen du CEP session de juin 2026. 4 épreuves sont prévues pour le compte de cette journée et actuellement en cours, c'est l'épreuve de lecture. Après quoi suivra la pause et les enfants vont reprendre avec les autres compositions. Un seul mot donc, bonne composition à tous les candidats. Merci à vous, Rodrigue Olababagbeto, et bonne mission à vous également. Et merci de nous avoir fait vivre de bout en bout ce lancement du CEP édition 2026 depuis le centre de composition de Gbofoli dans la commune d'Aplakoué, dans le département du Koufou. On revient sur ce plateau pour parler sport avec l'invité de FIFA Salomé Atareji et on parle basket. Exactement, et nous sommes sur ce plateau avec notre invité de taille, de par sa taille, et aussi de par son mindset, parce qu'elle nous disait tout à l'heure, Audi Candace Petikou, qu'elle a su transformer ce que les autres prenaient comme faiblesse entre-temps en force. Il s'agit bel et bien de sa taille pour évoluer. Vous étiez en train de nous parler de ceci. Allez-y. Voilà, donc je disais que le basket m'a vraiment permis de m'apprécier personnellement et de pouvoir utiliser ce don pour le bien-être de moi-même, parce qu'il fut un temps où j'étais vraiment triste, où je revenais à l'école chaque fois en pleurant, en disant à mes parents que genre, je ne veux plus être élancée, je ne veux plus grandir et tout ça, parce que c'était vraiment horrible. Mais c'était trop tard. Oui, c'était trop tard. Quand on grandit, on devient plus court après. Ouais. Et donc, finalement, grâce au basket, vraiment, j'ai appris à apprécier ma taille et aussi me donner à fond. C'était plus un sport que je jouais juste pour venir faire la pagaille avec mes camarades, mais plutôt un sport que je jouais parce que je voudrais m'améliorer dans le sport et je voulais vraiment continuer à progresser dans le sport parce que c'est quelque chose que j'aimais personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui vous nourrissez un rêve pour votre pays, le Bénin, à travers votre discipline, le basket? Oui, effectivement, j'ai eu l'opportunité de jouer pour l'équipe nationale du Bénin en 2024 et en 2025 l'année passée pour le 3 contre 3 U23. Et en 2024, nous avons eu l'opportunité avec mon équipe d'être sélectionnés pour la Coupe du Monde en Mongolie. Et donc, ce fut vraiment un immense plaisir pour moi de représenter mon pays, le Bénin, avec mes anciennes camarades, mes anciennes coéquipières du Bénin et de me donner à fond pour vraiment progresser et développer le sport au Bénin. Mais que retenez-vous de ces différentes expériences que vous avez eues à vivre? Je pense vraiment que ma vie a été un parcours très amusant pour moi. C'est vrai qu'il fut des moments où c'était vraiment difficile, mais je pense qu'en général, j'ai vraiment apprécié le fait que mon professeur d'SVT m'a introduit au basket et que mon père aussi m'a poussé à continuer à jouer au basket parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas la fille que je suis sans le basket, je dirais. Le basket joue un rôle très, très important dans ma vie. Et je voudrais aussi solliciter toutes les jeunes filles comme hommes du Bénin à vraiment se donner au sport parce que le sport ouvre vraiment des portes que personne ne peut imaginer. J'ai eu des bourses d'études scolaires comme universitaires grâce au sport. J'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis grâce au sport. Je sais que les parents vraiment ne veulent pas trop se concentrer au sport parce qu'ils pensent que leurs enfants ne vont pas se concentrer dans leur carrière éducative. Oui. Mais moi, je peux donner comme expérience, même quand j'étais au Bénin et que j'ai intégré le club du coach Ozak Kenom 2A2B, ils m'ont proposé de payer ma scolarité pour le lycée que je faisais, l'école Le Faucon. Donc, je voudrais donner ça comme exemple aux parents que, oui, c'est vrai que le sport, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'entraînement et beaucoup de dédication, mais cela ne veut pas pour autant dire que les études, voilà, les études, on ne les prend pas au sérieux. Très bien. Et il faut souligner le fait, justement, que vous suivez actuellement des études en économie avec l'ambition de faire un master en finance. Comment vous parvenez à concilier cette exigence sportive avec le haut niveau sportif?
Donc, comme je le disais, c'est vrai que le basket joue un rôle très grand dans ma vie actuellement, mais je pense que ce que les universités aux États-Unis font un grand rôle, c'est d'aussi concentrer les élèves ou bien les sportifs dans leur carrière éducative. Ils proposent des maîtres d'études, et il faut avoir une certaine moyenne de classe pour pouvoir toujours avoir la bourse. Donc la bourse, en quelque sorte, ce n'est pas simplement une bourse sportive, mais c'est aussi une bourse éducative. Et je pense que c'est pour ça que les sportifs vraiment se donnent à fond pour pouvoir aussi avoir de bonnes notes, parce que ce n'est pas simplement le sport. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le sport. Un jour, tu peux te blesser et ta carrière sera finie. Donc, il faut aussi vraiment se donner à fond pour le basket. Et aussi, la retraite dans le basket ou bien dans le sport en général est plus rapide que la retraite dans un travail. Donc, même si les gens comme moi, par exemple, qui veulent jouer professionnellement, je pense que je ne pourrais pas jouer professionnellement en tant que femme, mais aussi en tant qu'athlète. Il doit y avoir un temps où mon corps sera fatigué de tous les exercices. Et donc, en ce moment, je pourrais utiliser la bourse ou bien les diplômes que j'ai obtenus pendant que j'étais en train de jouer au sport à l'université. C'est vrai qu'on parle basket FIFA, mais on parle aussi de l'autre actualité qui est la qualification au troisième et dernier tour des éliminatoires U17 de nos guépards. Exactement. Non, de nos Amazones, je vais dire. Les Amazones, les U20 sont déjà qualifiés et maintenant les U17 font leur petit bout de chemin. En attendant de revenir, merci à vous, Audi, Candace, Péticou, pour votre arrivée, enfin, d'être passé, je vais dire, sur ce plateau. Alors, on revient à cette actualité relative aux Amazones U17, la double confrontation entre le Bénin et la Sierra Leone, comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2026 a tourné à l'avantage des Amazones béninoises. Lors du match aller disputé à Lomé, les joueuses de la sélectionneur Ida Azonsou se sont imposées 3-0 grâce à un doublé de Romaine Gandonou et une réalisation de Diane Dobé. Un succès qui leur a permis de prendre une sérieuse avantage avant la manche retour. Au retour, la Sierra Leone a tenté de réagir en ouvrant le score dès la première période, mais les Amazones ont fait preuve de caractère pour renverser la situation. Nazivatou Dangui a d'abord remis les deux équipes à égalité avant que Romaine Gandonou ne donne la victoire au Bénin en seconde période. Score final 2-1 pour les Béninoises. Sur l'ensemble des deux rencontres, le Bénin s'impose donc sur le score cumulé de 5-1. Grâce à cette qualification, les Amazones U17 ne sont désormais plus qu'à une étape d'une participation historique à la Coupe du Monde féminine U17. FIFA, mais on note également qu'il y a une confrontation entre le Bénin et le Nigeria. Exactement, on va dire une confrontation entre les meilleures buteuses de ces éliminatoires. Alain, le duel des buteuses sera l'une des attractions de cette double confrontation, puisque d'un côté, nous avons Harmony Chidi, la Nigériane, deuxième meilleure buteuse des éliminatoires avec 5 réalisations. Et de l'autre côté, nous avons notre Amazone Romaine Gandonou qui trône actuellement... buteuse, j'ai envie de dire. Exactement, c'est bien ça, qui trône actuellement en tête du classement des buteuses avec 8 buts inscrits. Donc, vous voyez que ça va être un duel choc, puisque les deux meilleures buteuses vont être face-to-face. Ça va être un régal Exactement. On va dire le plus dur pour la fin. Allez, merci à vous, Fifame Ataledi Okonde, de nous avoir présenté la page sport. Mesdames, Messieurs, la dernière marche de cette émission, c'est bel et bien la revue de presse avec Ulvaïs Balogun que nous installons tout de suite.
Revue de presse, Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour Alain Sotouma, comment vous allez? Je vais super bien. La saison des examens s'ouvre avec le CEP et les journaux en parlent ce matin. Tout à fait. À travers le pays, 286 995 candidats sont attendus dans 860 centres de composition pour tenter de décrocher leur premier diplôme scolaire et franchir une étape importante de leur parcours éducatif. C'est l'information qu'on peut lire à la une de la presse du jour. Le journal publie l'intégralité du message du ministre des Enseignements maternels et primaires à l'endroit des candidats, des parents ainsi que du corps enseignant. Le journal La Cloche renchérit et évoque le coup d'envoi ce lundi du CEP 2026, comme on a pu le voir. Les chiffres officiels selon le quotidien traduisent une hausse continue des effectifs. Avec 286 995 inscrits, la session 2026 enregistre une progression de 5,56% par rapport à 2025. Et la répartition des candidats fait apparaître 148 424 garçons contre 138 571 filles, soit un écart de près de 10 000 candidats en faveur des garçons. Fraternité se fait plus insistant sur les statistiques et les innovations. Le journal explique que dans l'effectif global, il y a 97 candidats à besoins spécifiques, dont 36 filles. Parmi les principales innovations de cette section figure l'ouverture officielle des cantines scolaires dans plusieurs centres de composition. Une mesure censée permettre aux candidats de bénéficier d'une alimentation adéquate durant les examens. Mieux, face aux défis sécuritaires persistants dans certaines zones du pays, les autorités ont également mis en place un dispositif spécial autour et à l'intérieur de plusieurs centres d'examen. L'objectif étant de garantir aux candidats un environnement serein et sécurisé pendant toute la durée des épreuves écrites, orales et sportives. La tribune de la capitale de préciser que le CEP section juin 2026 est une première sous l'autorité du ministre Armand Kouyemanata et qu'au-delà de son statut de premier diplôme du cursus scolaire, le CEP demeure un instrument essentiel d'évaluation des acquis des apprenants, un premier test grandeur nature pour le ministre, pour les responsables du secteur éducatif sous la nouvelle gouvernance du nouveau ministre Nata. Ulvaeus Balogun, ce 1er juin, c'est aussi la journée nationale de l'arbre. Tout à fait, Alain. L'arbre qui joue un rôle vital, qui dépasse le symbole. L'arbre protège les sols contre l'érosion, régule les microclimats, conserve l'eau, offre de l'ombre et nourrit les familles avec ses fruits et ses feuilles, d'une importance capitale donc. Et c'est le journal La Tribune de la capitale qui nous rappelle que 40 ans après le lancement de cette journée, planter un arbre demeure encore aujourd'hui une urgence. Planter le 1er juin, c'est compenser les pertes liées à la coupe de bois et à l'extension des surfaces cultivables, mais c'est surtout transmettre un réflexe aux jeunes générations. 40 ans après la journée de l'arbre rappelle aussi une évidence. La transition écologique commence par un plan mis en terre et suivi avec soin. C'est un acte de responsabilité envers ceux qui viendront après nous, conclut le journal. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. C'était là donc la revue de presse. C'est aussi la fin de cette émission de ce matin, le 177e numéro de votre Bonjour le Bénin, votre matinale. Cette saison, on se dit donc à demain et surtout, restez scotchés au programme de Bénin TV car le meilleur c'est ici. À demain.